Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Il est des voyages qu'on entreprend pour parfois découvrir le monde et puis d'autres, plus rares, pour comprendre d'où l'on vient. Habituellement, quand je vous parle de voyage, c'est sur la mer, en montagne ou sur la banquise avec Stéphane Dugast. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener pour un voyage à la fois intime, bouleversant et profondément humain, celui incarné à l'écran notamment par Stephen Fry, acteur, figure emblématique de la culture britannique, dont le personnage dans un film dont je vais vous parler revient en 91 en compagnie de sa fille sur les traces de son passé en Pologne pendant la guerre. Ce film, c'est Voyage avec mon père qui sort en salle le 9 avril. Alors c'est pas qu'un récit de mémoire, c'est une traversée intergénérationnelle, une tentative de réconciliation entre l'histoire et l'intime, entre les silences d'hier et les questions d'aujourd'hui. Entre un père et sa fille surtout. Mais pour nous, c'est surtout l'occasion de revenir sur l'histoire avec un grand H. Parce que le film se déroule en 91, juste après la chute du rideau de fer et du mur. Et l'idée que je vous propose, c'est de revenir aujourd'hui sur l'histoire de la Pologne des années 30 à 1995, c'est-à-dire après la présidence de Lech Wałęsa. Pourquoi les années 30 ? Tout simplement pour savoir ce qui se passait aussi avant la guerre, comment était cette Pologne, comment était cette ville, alors je vais dire les noms en français, pardonnez-moi, cette ville de Łódź. C'est donc, vous l'avez compris, une émission un peu spéciale, et pour ça, j'ai demandé à être aidé de Georges Mink, historien, grand spécialiste de l'histoire de la Pologne, et de Shoshana Bukowza, que vous connaissez aussi grâce à l'interview que j'ai réalisée, documentariste et grande spécialiste, elle, de la période 39-45, qui est avec nous par téléphone. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Un grand merci vraiment de m'aider aujourd'hui à définir ce qu'était ce pays avant, pendant et après la guerre. Et puis nous aurons aussi un témoignage d'un père et sa fille, Jean et Christelle, qui ont fait quasiment le même voyage que dans le film. On va voir pourquoi quasiment d'ailleurs, on reviendra aussi sur leur parcours. Je vous propose donc la Pologne des années 30 à 1995 dans 5000 ans d'histoire. Je vais commencer avec vous, Georges, si vous êtes d'accord. Cette Pologne, si proche de la France en termes d'amitié, pourquoi cette proximité ? Ça vient de très loin, en fait. Oui, parce que dans l'histoire bien plus ancienne que la période que vous voulez couvrir par cette émission, il y a eu des liens entre l'aristocratie polonaise, la cour royale polonaise et la cour royale française. Il y a eu même un épisode raté de couronnement d'un roi français qui s'est enfui à la grande déconvenue des Polonais avec la couronne polonaise après 24 ou 48 heures de son couronnement. Mais il y a eu aussi Leszczyńska qui était la reine de France. Et puis il y a eu aussi avant, disons, que la Pologne recouvre en 1918 son indépendance. Il faut remarquer qu'elle a été occupée par 3 empires pendant presque 2 siècles. Il y a eu aussi beaucoup de liens, notamment les Français réagissaient de façon très favorable aux insurrections polonaises et ont abrité, en fait, ont donné leur hospitalité aux élites polonaises qui se sont battues, qui ont perdu leur combat. Un des premiers gouvernements en exil polonais s'est situé à l'île Saint-Louis à l'hôtel Lambert, pendant longtemps appartenant à la diaspora polonaise. À Paris. C'est l'endroit aussi à Paris où se trouve la bibliothèque polonaise dite de Paris, qui a abrité aussi des célébrités polonaises. Frédéric Chopin y donnait des concerts. Adam Mickiewicz, qui est un grand poète romantique polonais du temps justement des occupations de la Pologne, y a créé beaucoup de ses œuvres. Marie Curie Skłodowska était dans le conseil Marie Curie, comme on dit ici. Oui, ça, on oublie Skłodowska au passage, mais elle était très patriote polonaise. Elle s'est rendue souvent en Pologne. Ses 2 filles, d'ailleurs aussi, ont tenu à garder cette identité polonaise en même temps que l'identité française. C'est incroyable, c'est vraiment une histoire très très longue entre nous. Dans votre livre « La force ou la raison », vous parlez de nation-histoire. Oui, parce que justement, le destin des Polonais ayant été si accidenté, dû justement à la privation de la souveraineté, à une situation d'occupation par 3 puissances qui chacune imprimait une autre forme d'oppression sur la polonité,
les Polonais se sont retrouvés dans la culture, dans l'histoire, dans la religion. Et ce conglomérat, en quelque sorte, de ces trois éléments a fait que les Polonais sont extrêmement sensibles au passé. D'ailleurs, ça se répercute même parfois de façon perverse jusqu'aujourd'hui. Oui, évidemment. Alors, ce pays, dans les années, fin des années 20, début des années 30, c'est quoi? C'est un pays riche, c'est un pays qui sort d'une invasion ratée de l'Ukraine. C'est plus compliqué que ça. D'abord, c'est un pays qui s'est reconstruit, puisqu'on réunit les trois parties de la Pologne qui étaient occupées par des différents occupants, avec la plus grande cruauté et dépolonisation sans doute de l'Empire tsariste russe. Mais il y a eu aussi l'Empire austro-hongrois, c'est le sud de la Pologne, et l'ouest de la Pologne, c'est l'Empire prussien. Et donc il y a d'abord un effort de retrouvailles de ces trois morceaux qui pendant longtemps étaient séparés, et aussi l'affirmation en quelque sorte d'une philosophie nationale qui faisait en quelque sorte la colle qui permettait de recoller ces trois parties. Et là, on peut dire, et ça c'est important comme la toile en quelque sorte de cette histoire, c'est qu'il y a deux grosses tendances qui s'affirment à ce moment-là. Une qui est représentée par le maréchal Pilsudski qui s'est battu justement pour l'indépendance de la Pologne par les armes. Et c'est l'idée d'une Pologne multiculturelle, multiethnique, ce qui était le cas d'ailleurs, puisqu'il y avait une forte minorité juive, bien sûr. À peu près 3 millions de juifs vivaient en Pologne. Ouais, mais il y a eu aussi une minorité ukrainienne extrêmement importante et d'autres petites minorités germaniques ou germanisées. Et de l'autre côté, il y avait une tendance ethniciste, nationaliste, qui plaidait pour l'homogénéité nationale polonaise, représentée par un nationaliste de droite, Roman Dmowski, dont les thèses survivent jusqu'aujourd'hui, malheureusement. D'accord, ouais, effectivement, c'est un peu partout. Alors c'est amusant, j'ai fait une émission il y a quelques années de ça sur Helena Rubinstein, qui est un nom pour nous qui veut dire quelque chose, parce que moi je suis vieux en tout cas, mais les jeunes générations ne savent plus trop ce que c'est que cette marque qui a été une marque de luxe, mais Helena Rubinstein est née en Pologne, mais qui était l'Ukraine polonaise, ou la Pologne ukrainienne, c'est comme et le frère Warner. C'est exactement, créé... c'est incroyable, en fait, il y a énormément de juifs, disons, polonais ou de différentes parties occupées de la Pologne qui ont émigré au début du siècle précédent. Oui, c'est ça. Et qui se sont retrouvés aux États-Unis, qui ont fait des carrières extrêmement importantes, qui ont construit des empires, et notamment un des empires hollywoodiens. Oui, c'est assez incroyable, effectivement. L'influence des Soviétiques, déjà, est importante en Pologne avant la guerre, parce qu'il y a déjà, dans les années 20-30, il y a beaucoup de Polonais qui s'en vont. Avant la guerre, il y a un épisode important dans les relations polono-bolcheviques, disons ça comme ça. C'est-à-dire, après la révolution bolchevique, quelques années plus tard, les bolcheviks décident d'étendre leur révolution, au nom de la révolution mondiale qui était leur idéal, vers la Bavière où il y avait un conseil des soviets, et vers la Hongrie éventuellement où il y avait également un pouvoir de type soviétique avec Béla Kun, et ils marchent sur la Pologne. C'est le territoire de passage, ils veulent le conquérir, mais pour eux c'est un échec. D'accord. Considérable, on appelle ça le miracle de la Vistule, parce que justement l'armée commandée par le maréchal Pilsudski les repousse, et c'est dans l'histoire une date extrêmement importante, nous sommes dans les années 20, où les bolcheviks sont boutés hors frontières polonaises, et la Pologne avance davantage vers l'Est. D'accord, ok. Alors comment se fait-il que déjà des familles partent dans les années, fin des années 20, début des années 30, il y a beaucoup de familles juives. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. On ne peut pas mettre ça sur un seul facteur. D'une part, il y a la très grande pauvreté, la Pologne pauvre d'abord. D'accord. Et dans cette Pologne pauvre, il y a encore plus de pauvreté, notamment concernant la communauté juive, les petits shtetl qui se trouvaient un peu partout à l'est de la Pologne. Mais même à Varsovie, il y avait beaucoup de familles pauvres. Tous les juifs ne cherchaient pas à s'assimiler, au contraire, il y avait une forme de communautarisme religieux, notamment les chassidim, etc.
Et il y avait un appel, en quelque sorte, vers les marchés plus profitables, notamment aux États-Unis, mais pas seulement en Amérique centrale. Il y a eu même quelque chose de peu étudié, mais assez insolite, c'est une mafia juive d'ailleurs, qui ramassait de jeunes filles juives dans un réseau de prostitution, envoyé d'un des ports de la Baltique vers l'Amérique centrale. On les appelait les Polakas, mais c'était des prostituées juives qui constituaient des centres fermés, maisons closes. Ouais. Et par exemple, en Argentine, à Buenos Aires, vous avez un cimetière uniquement de ces descendantes, de ces filles, pauvres filles. Mais il y a tout un travail maintenant, au nom du gender d'ailleurs, d'une certaine façon, sur cette population qui a été trompée par ces mafieux juifs. Incroyable. Ouais, c'est vrai. J'avais fait une émission il n'y a pas si longtemps d'ailleurs sur des juifs français envoyant à la mort d'autres juifs. Effectivement, ça existe aussi, des juifs dans la collaboration, ça existait évidemment. Ce que je vous propose l'un et l'autre, c'est que on écoute le témoignage de Christelle et Jean dont je parlais tout à l'heure, parce que donc avec leur famille, ils sont partis donc à Lodz, ils ont fait le voyage exactement identique au film qui va sortir le 9 avril. Et puis on se retrouve après. En compagnie de Christelle et Jean, un père et sa fille justement qui ont fait le même voyage que dans le film. À peu de choses près, on va voir justement pourquoi que le fameux film Voyage avec mon père. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravi de vous voir vraiment. J'avais envie de vous poser la première question. Pourquoi cette démarche ? Pourquoi vous avez eu envie de faire ce voyage ? D'ailleurs, lequel des deux a eu cette envie en premier ? En fin de compte, c'est pas tellement nous qui avons eu cette idée. C'est ma cousine, Stéphane, qui habite à Londres, qui est née à Loches, et qui nous a dit « Et j'ai envie d'aller à Loches, est-ce que vous m'accompagneriez ?» Ah d'accord, vous n'êtes pas parti à 2, mais à plusieurs en fait. On est parti à 4. 4, d'accord. Et même à 4 plus. Non, même à 5. À 5, il y a ma cousine Stéphane, son mari et son fils. Ouais. Ensuite, Christelle et moi avec ma femme. D'accord. Donc nous étions un un petit groupe, c'est sympa. Voilà. Donc D'accord. c'est pour accompagner notre cousine Stéphane. Et nous, c'était l'occasion pour nous d'aller de voir un petit peu là où ont vécu nos grands-parents. C'est ça, parce que vous, on va être clair tout de suite, vous êtes né après. Ah bah moi, je suis né à Paris, moi. Moi, je suis né en 1937 à Paris. Donc, au niveau de la Pologne, pour moi, j'ai aucun souvenir. Évidemment. Qu'est-ce que ça vous a fait de retourner sur les lieux, sur ces lieux-là, ceux de vos parents, grands-parents ? Ça a été d'abord la curiosité. Voir un petit peu dans quel cadre ont vécu nos grands-parents, puisque ma mère est née à Lodz, mais elle est partie très jeune en Allemagne, à Chemnitz. D'accord, on va voir pourquoi justement. Voilà. Ouais. Donc c'était ses parents à elle, sa mère et son père, mes grands-parents, qui ont vécu à Lodz. Mais ils venaient d'ailleurs, puisque ma grand-mère, elle venait de Rawaruszka, qui est une petite ville de Pologne. D'accord. Et elle est venue après à Lodz parce que ses frères ont vécu à Lodz puisqu'ils travaillaient dans tout ce qui concernait la confection, la fabrication, la tapisserie, la fabrication de tissus. Et c'est comme ça qu'ils sont établis à Lodz, parce que Lodz était un grand centre de fabrication. C'est une grande ville, il faut qu'on se rende compte, parce que nous, on ne connaît pas, évidemment. Oui, c'est ça. Lodz, ça a toujours été une grande ville ? Ah, ça a toujours été une ville qui a été très prospère au niveau de la fabrication des tissus. Il y a actuellement d'ailleurs à Lodz un grand musée de la tapisserie. D'accord. Et la plupart des usines étaient tenues par des familles juives. Et au cimetière de Lodz, par exemple, le plus grand monument qu'on peut voir, où il y a encore les tombes, c'est une famille, j'ai pris des tas de photos d'ailleurs, qui appartenaient à des grands industriels juifs. Et là, je suis en train de lire un bouquin d'ailleurs qui est très très marrant, c'est Le hasard des choses, de Isaac Bashevis Singer sur les frères Babaski, où il raconte la naissance de Lodz, comment Lodz a été créé par des juifs qui sont arrivés d'Allemagne et qui ont créé l'industrie de la tapisserie et de la fabrication. Donc, pour nous, c'était... Et donc, ma cousine, pour revenir à ma cousine Stéphane, elle est née là-bas et elle nous a... Donc, c'était pour l'accompagner et puis voir un petit peu dans quel cadre ont vécu nos ancêtres.
et puis faire un genre de pèlerinage sur le grand cimetière de Lodz, le cimetière juif de Lodz, qui est quelque chose de tout à fait impressionnant. D'accord. Ouais, c'est cette idée de pèlerinage qui m'étonne, moi, parce que ça me paraît pas commun. C'est curieux. Pourquoi cette idée de retour aux racines C'est un petit peu un retour aux racines, parce que mes racines et moi, celle de Christelle encore moins, puisque il y a une génération d'écart. Donc moi, je suis né à Paris, Christelle aussi. Donc moi, c'était mes parents, mes grands-parents surtout, mais c'était voir un petit peu le cadre dans lequel ils ont vécu. D'accord. C'était ça, parce que Lutsch, puisqu'on prononce Lutsch. Okay. Et d'ailleurs, quand on est sorti de l'aéroport, on a pris un taxi. Comme dans le film, en fait. Comme dans le film, tout à fait. Et le chauffeur de taxi, ma cousine Stéphane parle le polonais couramment. Okay. Et donc, elle a discuté avec le chauffeur de taxi et il lui a demandé « Que venez-vous faire à Lodz ?» Et elle a dit « Du tourisme ». Et il a dit « Comment peut-on faire du tourisme à Lodz ?» Il était vraiment stupéfait. Pour lui, ça lui paraissait complètement incongru qu'on aille faire du tourisme. Alors, enfin, ce n'était pas vraiment du tourisme. C'était vraiment plus un retour aux sources. Surtout que ma cousine Stéphane cherchait la tombe de ses beaux-parents. Parce que j'ai pris des photos, je vous les montrerai un peu, enfin, je ne sais pas si ça a un intérêt, et elle a retrouvé, parce que dans le cimetière juif de Lodz, qui est immense, il y a des jeunes juifs qui sont là, et dont la mission, c'est la mission auxquelles ils sont consacrés, de remettre en état les tombes qui sont dans un état déplorable. Je ne sais pas si ça a un intérêt de vous montrer les photos. À la radio, ça passe pas terrible. Ça passe pas terrible. Quand on n'a pas la couleur, mais, c'est pas évident. Mais peut-être qu'en vous les montrant, mais peut-être qu'on pourrait les mettre sur le site internet. Ça le cadre dans lequel on a été. Ouais, c'est une bonne idée. Et donc, elle a retrouvé la tombe de ses parents et elle l'a fait remettre en état. D'accord. Parce que pour vous, ça doit être un peu surréaliste. Complètement. En fait, moi, c'est vrai que par rapport à la famille de mon père, donc avec l'histoire des Juifs immigrés arrivés en France, on a plein de photos, et justement des photos en Pologne, où finalement la famille de mon père arrivée à Paris était tailleur, vivait dans le Marais, dans un quartier finalement à l'époque pauvre de Paris. Ouais. Et les photos qu'on a à la maison des ancêtres en Pologne, c'était des photos prises par le tsar. Enfin, c'était ça, le photographe officiel du tsar, parce que c'était des nobles, en fait. Ouais. C'était des grands bourgeois. Ouais, du coup, c'était un peu le contraste entre la situation des Juifs immigrés arrivés en France, donc avec des conditions de vie difficiles, et le contraste avec des ancêtres qui finalement étaient établis dans un pays qu'ils ont dû fuir, mais où ils étaient prospères, où les photos étaient impressionnantes. Et moi, c'est vrai que j'avais envie de voir Enfin, ça m'intéressait de voir ce pays dans lequel nos ancêtres avaient été finalement heureux, prospères. Ouais, je comprends. Ça faisait un peu un décalage de conditions. Je comprends. Oui. Et je trouve que savoir d'où on vient, je pense que c'est une banalité que je vais dire, mais ça aide à construire, je ne sais plus qui dit quoi d'ailleurs, mais sur le sens, c'est savoir d'où on vient, on sait où on va. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve alors je ne sais pas, c'est personnel, hein, mais quand on n'a pas de racines, alors même si mon père est né en France, hein, de longue date en France, je trouve que c'est intéressant de savoir, alors elles sont où ces racines finalement, même si c'est ce que tu dis, le passage à Lutsch, c'était provisoire, mais bon, finalement, la Pologne, c'était quand même le pays historique. Donc moi, c'était plutôt une espèce de curiosité de se dire, mais ces gens ont habité dans un pays où ils étaient, finalement, en fait, ont eu une autre vie, et finalement ont dû laisser tout quitter alors qu'ils avaient un très haut niveau de vie pour finalement accepter de se dire, on part à l'aventure. Et les usines qu'on a vues, mais c'est impressionnant parce que c'est vraiment des... Ce qui est intéressant, et on va voir ça avec nos historiens tout à l'heure, mais pourquoi ils sont partis dans les années 30 ? Finalement, on peut se poser la question. C'est quoi ? C'est l'arrivée des bolcheviks ou Non, c'était plutôt des nazis. Déjà dans les années 30, oui, il y avait déjà c'était plutôt des ils ont fui des manifestations antisémites. Ah, il y avait déjà des pogroms. D'accord. Donc, qui venaient des indigènes, c'est-à-dire des Polonais. Bon, alimentés par le sous-tendu, par le nazisme qui était derrière, les théories nationalistes. Et les Juifs étaient considérés comme des étrangers. C'est ça. Riches, en plus riches. Ouais, parce que, pour en revenir à ma famille, c'était des grands bourgeois. Le grand-père, le grand-père de ma grand-mère avait des forêts et il fournissait l'armée du tsar en fourrage, vous voyez. Donc ma grand-mère me racontait que dans l'immeuble, dans
l'immeuble où ils habitaient, c'est un des premiers immeubles de Łódź où il y avait un ascenseur. Ouais, ok. Bon, c'était vous voyez, hydraulique. Mais donc, et tout ça suscitait la jalousie forcément des Polonais pur jus, si je puis dire. Donc dès qu'il y a eu ces manifestations d'antisémitisme, ils sont partis comme ça. Oui. Mon Beno, qui est un oncle de Stéphane, de la tante, me racontait que ils sont partis du jour au lendemain. Oui. Ils ont rassemblé leurs bijoux. Ils avaient un de leurs parents qui était officier dans l'armée polonaise. Donc lui avait un uniforme. Donc ça leur a permis de monter dans leur voiture et de traverser les frontières parce qu'il y avait un officier de l'armée polonaise avec eux. Et donc ils sont partis du jour au lendemain. Ils se sont réunis en disant voilà, on ne peut plus rester. On sait ce qui nous attend. Donc on rassemble nos bijoux, tout ce qu'on peut amener qui est une valeur. Et on s'en va. Ils sont partis du jour au lendemain, comme ça. D'accord. Ah oui, cette prescience, parce qu'il y avait déjà les pogroms russes, il y avait déjà... Il y avait les pogroms russes, il y avait les pogroms en Pologne, il y avait le nazisme qui arrivait d'Allemagne. Donc ils se sont rendus compte, ils ont eu la lucidité de prendre conscience de ce qui les attendait. Donc ils sont partis. Ils ont bien fait. Je crois qu'ils ont bien ça les a sauvés. Bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, moi, je ne me rendais pas compte que le nazisme, dans les années 30, au-delà de l'Allemagne, avait pu sortir de là, qu'effectivement, il pouvait y en avoir en Pologne, qu'il pouvait peut-être y en avoir en France, ou je ne sais où. Ah bah oui. Et que certains avaient déjà cette prescience, cette conscience qu'il fallait partir. Absolument. Et ils sont tout de suite partis en Angleterre, en France ou... Ils sont partis en France, il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui sont partis en Amérique du Sud, mais la majorité est venue en France, parce que pour eux, la France, ça a quand même une image de marque tout à fait extraordinaire. Ils parlaient le français, d'ailleurs. Ma mère a appris le français à l'école, et avec une méthode d'ailleurs qui lui permettait de savoir. Elle ne faisait pas de faute d'orthographe, parce qu'elle savait exactement quand il y avait 2 lettres dans un mot. Ah, les temps ont changé. Donc elle doublait pas les P ou les L. Oui. C'est une méthode tout à fait... voilà. Christelle, ça vous a apporté quoi, ce voyage, en fait? Est-ce que ça vous a rapproché de votre père, de vos parents? Enfin, surtout de votre père, parce que c'est la famille de votre père. Alors, rapproché, non, parce qu'on est assez, suffisamment proches. Oui. Non, ça m'a toujours intéressée depuis, voir ces photos, les histoires. Donc disons que j'ai eu l'impression de vivre des moments uniques et qui, on va pas retourner à Łódź tous les jours et de le partager avec le reste de la famille. Moi, j'ai trouvé que c'était important des années plus tard, revenir sur des lieux et de se dire, finalement, ils ont bien fait de partir parce qu'on est là. Une espèce de fierté de se dire, grâce à eux et leur vigilance et leur intelligence ou leur vision, finalement, on continue d'exister. Une forme de... Ouais. Et voilà, après, est-ce que ça nous a rapprochés? Non, je pense pas, parce on était déjà très proches. Hein. C'est pas ça qui nous a rapprochés. Ça nous a créé des souvenirs un peu plus forts, en fait. Supplémentaires, disons. Je comprends. Mais non, ça nous a fait... c'était très tendre comme ambiance. Le fait qu'on se retrouve à Łódź, qu'on visite une vieille synagogue, qu'on passe beaucoup de temps au cimetière, qu'on traîne dans les restaurants... il y avait un restaurant en plus qui faisait de la cuisine cachère à l'ancienne mode, disons la mode ashkénaze, un peu comme on voit rue des Rosiers. C'était très tendre comme ambiance. D'accord. Ouais. Ah, ça, c'est mais bien. on a été confrontés quand même, parce qu'il y a des souvenirs encore de l'occupation allemande, parce que les Polonais ont été occupés par les Allemands et après par les Russes. Donc, ils ont un contentieux très fort avec l'Allemagne et la Russie. Donc, on a visité les endroits d'où partaient les convois vers les camps d'extermination. On a visité des musées, on a visité des endroits où étaient exterminés des Juifs dans pleine campagne, quoi. Ouais. On a visité un endroit où il y avait les premiers moyens d'extermination, c'est-à-dire les camions où les gens étaient exterminés avec les gaz d'échappement des voitures. Qu'on voit dans la série Holocauste, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais une vieille série des années 60. Donc ça, on le voit, on le côtoie, si vous voulez. Donc c'est assez bouleversant. Ouais, je veux bien croire. Dans le film, à un moment donné, la fille retrouve le manteau de son grand-père et son père reconnaît le manteau. Vous avez eu ce genre de choses? Vous avez retrouvé des objets qui vous ont rappelé? Non, parce qu'en plus, par rapport au... Là, on voit les titres de propriété, tout ça. Là, je ne sais pas dans la famille qui avait quoi.
Mais il n'y avait pas. Ils avaient sûrement, il y a- mais ils ont rien. Ils sont, comme je dis, ils sont partis du jour tellement au vite, lendemain, bien sûr. tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de rassembler des documents. Oui, ils n'ont bien sûr, pas eu le temps de rassembler des preuves de leur existence. Et je voyais Stéphane, par exemple, qui elle a vécu à Lutsch, elle avait rien, quoi. Elle savait que. Elle a juste retrouvé l'adresse. Et là, elle était assez émue de voir finalement l'appartement. On s'est même dit, est-ce qu'on va un peu comme ce qu'ils font comme dans le film, Est-ce qu'on y va Ouais. Et en Vous fait, avez on n'a osé pas osé. Ah, Est-ce vous qu'on n'avez a pas poussé osé. la porte On s'est dit, est-ce qu'on essaie de rentrer dans le hall Et en fait, je crois qu'elle avait Non. pas envie. Mais en tout cas, elle a reconnu et connaissait Ouais. l'adresse. Elle a reconnu. C'est dingue. Mais On n'a pas osé. Ouais. Ouais, mais c'est des choses qui sont difficiles. Moi, j'ai été avec mes 2 petites filles, avec les filles de Christelle. Je les ai amenées dans l'immeuble où on habitait avant la guerre avec mes parents, rue Elzévir. À Paris, donc. Bon, on est rentré dans la cour, mais j'ai pas osé aller frapper à la Non, porte c'est de compliqué, l'appartement où j'ai passé une partie de mon enfance. J'ai pas osé. J'imagine. Je sais que j'ai une cousine qui l'a faite, une cousine anglaise qui vit en Angleterre et qui a été frappée à la porte où habitaient ses parents. Mais en Du côté Pologne de- ou Non, en France, du côté de la République. Elle a eu un accueil, je crois, assez bizarre parce que les gens lui ont demandé, mais... Oui, Faites c'est il y là, a quoi. trop longtemps. Bien sûr. Mais les Anglais, ils se permettent tout. C'est pour... Ah oui, Oui, C'est logique. les Anglais sont plus décontractés. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Pardon pour la question que je vais vous poser. Si vous voulez pas y répondre, je comprendrai. Est-ce que ce voyage, il y a quand même une question de religion? Est-ce que si vous aviez, je sais pas, été bouddhiste, hindouiste, shintoïste ou je ne sais quoi d'autre, ça aurait été la même chose? Vous auriez fait ce voyage ou pas du tout? Ou ça a quand même un lien avec la religion et ce qui s'est passé? Alors- Moi, pas. Alors moi, je pense que oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que l'histoire du peuple juif, du coup, les juifs, en tout cas le fait qu'ils soient juifs, est complètement lié à l'histoire. Et donc, le fait de bouger, le fait d'avoir été obligé d'immigrer est lié à la religion. Et alors, du coup, je dirais oui et non, parce que c'est lié à l'histoire et lié aux racines. Donc, on peut avoir des racines sans histoire, mais là, c'est une histoire qui est compliquée, qui est un peu traumatique. Pour moi, c'est intimement lié. Mais D'accord. papa, toi, non? Enfin, Moi, je pense pas. Moi, c'est pas le côté religieux auquel j'étais sensible. C'est un peu ce qui se passe en Israël actuellement. C'est on tue des gens parce qu'ils sont juifs, sans savoir s'ils sont pratiquants ou pas. Donc moi, quand je suis retourné là-bas, en Pologne, c'était plus pour voir le côté cadre, cimetière, je comprends, le côté un peu Historique, sociologique presque. voilà. Ouais, je Et comprends. puis, on a été dans une synagogue, on s'est assis, pas pour prier, pour retrouver le cas dans lequel eux ont prié peut-être. Mais moi, personnellement, j'ai c'est pas prié, et intéressant. mon cousin Gordon non plus d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis permis cette question, parce que c'est intéressant, justement, Oui, bien sûr. votre réponse. C'était quoi le moment le plus marquant pour l'un et l'autre de ce voyage? Est-ce qu'il y a eu un moment où je sais pas, un état de grâce, un moment où waouh? Alors moi, c'est plutôt ce dont parlait mon père tout à l'heure, c'était le côté un peu triste donc il y avait un mémorial avec des listes. Ouais. Et on voyait le côté hyper organisé finalement de la déportation, où il y avait des couloirs entiers recouverts de listes de tous les juifs qui étaient partis de ce quai de gare pour être déportés. Et, c'est vrai qu'on a cherché des noms. Donc voilà, c'est un peu... c'est l'envergure du traumatisme des juifs qui... On touche finalement- l'histoire, en fait, à ce moment. Bah, exactement. Ouais, Même si on a vu des films, même si on connaît l'histoire, oui. le fait de le c'est voir, pas pareil. Hein. ça prend une dimension quand on a des maîtres et des maîtres de listes. Moi, ça m'avait frappé. Ah bah moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le cimetière. Ah oui. Le cimetière, ouais. C'est le cimetière. De toutes ces temps abonnés, j'ai pris des tas de photos et je les ai gardées d'ailleurs. Souvent, quand je prends des photos, je prends des tas de photos et après, je les regarde, je sélectionne les quelques-unes auxquelles qui m'intéressent, que je trouve les plus belles, les plus intéressantes. Là, je les ai toutes gardées parce que si je les efface, je les tue une deuxième fois. Quoi. Ah, c'est Ça a beau. été j'ai pas pu. Donc, j'ai toute une série de photos qui n'ont aucun intérêt, mais je ne peux pas m'en séparer. Ouais, je ne peux pas les supprimer. Oui, je les dis, je les supprime et je les tue une deuxième fois. Ah, j'adore. Oui, parce qu'en fait, la végétation a complètement repris le dessus. Comme c'est des cimetières où en fait, il n'y a plus de juifs à Lutsch, je crois pas. Les familles ne sont pas revenues. De toute D'accord. façon, Ouais, il bien n'y a sûr. plus de juifs finalement à Lutsch. Donc le cimetière est complètement abandonné. Donc la végétation a repris le dessus. C'est impressionnant. Et on a donc un mélange de végétation, de Côté vie romantique. et de Ouais. pierres à moitié. Et effectivement, les juifs qui sont là pour entretenir, justement, essayer de faire en sorte, parce qu'en fait, la plupart des gens n'ont plus de descendance. Hmm. Et donc ces tombes ne sont plus entretenues du tout.
Donc c'est assez intemporel comme lieu. C'est vrai que c'est impressionnant. D'accord, oui, je comprends tout à fait. Une rencontre inattendue, une personne qui vous aurait... Dans le film, le chauffeur de taxi est génial, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a une personne... On n'a pas eu de contact vraiment avec la population, avec des... Oui, parce qu'il faut Non. parler le polonais, ce qui est quand même pas... Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a le problème de la langue. Même ma cousine Stéphane, qui parle le polonais, elle n'a pas eu des contacts particuliers avec des Polonais. Bah, je pense qu'on n'a pas. En plus, quand le chauffeur de taxi lui demande pourquoi vous êtes là et qu'elle parle de tourisme, c'est qu'en gros, elle n'a pas osé dire. En gros, je reviens voir. Mais Oui. donc il y a ce côté un peu, on est là, on veut pas forcément ouvertement discuter. Alors déjà, il y a la barrière de la langue, mais que pensent les gens aujourd'hui de ce qui s'est passé, du fait d'être juif, de revenir. En fait, c'était une espèce de tabou, donc Oui, pas forcément eu de rencontre. D'accord. Oui. Il y a juste eu, quand on a mangé dans le resto, justement de tradition juive, où à la fin, on nous a donné en cadeau Oui. une petite figurine. Donc c'était un juif avec une grosse pièce dans la main. Une grosse pièce d'or dans la main, quoi. Donc là, on se dit, mais en fait... Pourquoi ? Ça a une signification Bah oui, du coup, c'est le juif et l'argent. Donc en fait, on est encore sur des clichés. Ah, ok. Ah, oui. D'accord. Ah, ouais, d'accord. On n'a pas compris, en fait. Ouais. Est-ce que, du coup, la représentation du juif pour les Polonais aujourd'hui, c'est l'argent, le juif et l'argent. Donc en fait, on se dit, bon, alors des années plus tard, on est dans une boucle où... Donc moi, ça m'avait un peu... L'histoire est un éternel recommencement. Ouais. C'est ça, pas Je forcément envie. comprends Mais... ce Et que- pour rebondir sur ce que dit Christelle, dans les magasins de souvenirs en Pologne, Ouais. où ils vous vendent des tas de choses et des drapeaux, des tas de choses, il y a toute une série de représentations de juifs avec le talette, la barbe et une pièce d'or dans la main. D'accord. Encore maintenant, ils sont pas antisémites, mais ça fait partie de la culture. Le juif et l'argent, le juif et l'or, c'est même pas être antisémite que de montrer ça, quoi. Le restaurant où on était, c'était des juifs qui tenaient ça. La cuisine était vraiment de la vraie cuisine juive polonaise. Mais comme dit Christelle, ils nous ont offert après avec la note ce petit bonhomme que j'ai gardé, qui est le juif traditionnel avec sa barbe, c'est en son talette et sa grosse pièce d'or. La châle de prière. Mais c'est même pas de l'antisémitisme, c'est comme ça. Ok. C'est D'accord. c'est ouais, je culturel, comprends. c'est pas du racisme. Ils sont pas si on leur demande s'ils sont antisémites, certainement pas. On l'a pas fait. On l'a pas fait. On Non, leur mais a je pas crois demandé. non, mais je crois que si on leur C'est avait la barrière demandé, de la langue, je crois qu'ils justement. n'auraient pas compris la Qui question. vous Oui. empêchait. Non, mais même, je crois que si on l'avait posé la question, ils n'auraient pas compris. D'accord, je comprends. Bah, peut-être que notre historien pourra nous éclairer sur ça. Un dernier mot, vous avez vu le film donc, Oui. Un voyage avec mon père. Qu'est-ce que vous en avez pensé l'un et l'autre ? Ça vous a fait quoi ? Ah, moi, je suis très attendrissant, moi, très Ouais, tendre. je suis Très d'accord. tendre. Il y a des moments qui sont assez émouvants. Le coup des petites cuillères, des tasses, ouais, je suis d'accord. la boîte en métal où ils montrent des photos Ouais. de toute cette famille que cette jeune femme ne connaissait pas, que c'est assez émouvant. Ouais, Quand il met le manteau de son père aussi, c'est Exact. très émouvant. Bah, moi, je trouve que ça en dit long sur... Alors, nous, c'est vrai que c'est pas exactement notre histoire, parce qu'il y a pas une génération d'écart, mais il y a en tout cas quelques dizaines d'années d'écart avec les protagonistes. Mais je trouve que ça en dit long sur, justement, le besoin des générations qui n'ont pas vécu, mais qui ont des parents qui ont vécu et qui, à cause du traumatisme, n'ont rien transmis, ce qui est, à mon avis, ton cas à toi. Et du coup, ce besoin, justement, pour se construire et avancer, on voit que la jeune femme dans le film, elle a un vrai problème avec construire sa vie. Ouais, c'est clair. Parce qu'elle manque de racines Ouais, et c'est on ça, ne peut ouais. pas pousser quand on n'a pas ça. Et je trouve que ça en dit vraiment long sur le traumatisme des gens qui ont vécu, mais de ce qu'on transmet en ne disant pas, en ne racontant pas, finalement, de ce qu'on peut transmettre en désagrément. Et je trouve que c'est très bien illustré dans le film et c'est très bien joué. C'est Oui, un joli puis- mot de fin. oui. Ouais. Il y a un élément aussi qui m'a un peu frappé, c'est qu'elle est seule, elle n'a pas d'enfant. Oui. Donc, elle n'a rien à transmettre. Mm. Donc, elle récupère tout et elle le garde. Moi par contre, j'ai des enfants. Donc, j'ai transmis des choses, le peu que j'avais à transmettre. Donc, je m'en suis, entre guillemets, déchargé. J'ai transmis quelque chose. Alors qu'elle, elle est bloquée, quoi. Elle n'a rien. Et c'est une situation assez dramatique, je pense. Mais elle va On sent mieux, qu'elle le Mais à la je fin- parle pas de la fin, faut pas parler de la fin, Ah non, évidemment. ah mais oui, c'est pardon, vrai. on va pas On va pas mais- dévoiler le film, mais effectivement, bon, Ouais. ça reste Ouais. un film anglo-saxon à la Oui. base, donc ça se finit forcément pas trop mal. Mais- Jean, je peux me permettre une question ? Vous avez quel âge ? Je vais sur 88. Bah, vous êtes formidable. Ne changez pas, vous êtes formidable.
Christelle, je ne vous demande pas. J'aurais pu le donner. Non, je ne demande pas. Merci beaucoup à tous les deux. Ça nous permet vraiment de voir un peu la vraie vie, la réalité de ce type de voyage. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller voir les historiens qui vont revenir vraiment là. On va sortir du terrain et puis on va aller dans les archives. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Mais avant la guerre, est-ce qu'on peut préciser pourquoi il y avait autant de juifs Ah ouais, en c'est Pologne? c'est une bonne question. Je la pose tout de suite. Alors justement, très bonne idée. Bah, moi, ce que j'ai appris moi j'ai fait un film sur les soldats français qui se sont retrouvés parce que évadés récidivistes à Ravarouchka. J'ai été stupéfaite d'apprendre qu'à partir du Xe siècle, la Pologne a demandé aux Juifs de venir s'installer, enfin Bolesław Ier, je crois, à partir du Xe siècle, a demandé aux Juifs de venir s'installer en Pologne et les a reçus avec beaucoup d'égards. Et on se retrouve en 1920 avec une population de Juifs qui a atteint 3 millions d'individus, Ouais, ce que disait Georges qui tout à l'heure. forment un tiers de la population polonaise. Alors, avec des moments plus ou moins heureux, lorsque, enfin, peut-être que M. Mink me contredira, mais il y a eu un âge d'or pour les Juifs en Pologne. Oui, c'est vrai que la population juive installée en Pologne est très très ancienne. Aussi ancienne d'ailleurs que la population juive installée en ce qui est aujourd'hui la République tchèque, mais anciennement la Bohème et Moravie. L'Europe centrale est ouverte, et la Pologne en particulier, aux fugitifs juifs des pogroms et des persécutions qui ont lieu à l'ouest de l'Europe. C'est pas une très bonne période pour les débuts en quelque sorte du millénaire, du deuxième millénaire. Ne sont pas très très bonnes pour les populations juives. C'est une des raisons pour lesquelles les noms des familles juives en Pologne souvent portent une trace de cette migration. Mon propre nom, Mink, vient du nom Münze, argent, et très probablement mes ancêtres sont arrivés parce que persécutés, mais ils s'occupaient de l'argent. Il y a eu ce phénomène général. Alors, il ne faut pas trop idéaliser cette situation. Les Polonais ont besoin, sans doute aujourd'hui, de voir ça comme ça. Il y a une sorte de reconstitution de l'histoire. On parle de ce qu'on appelle aujourd'hui Pauline, c'est-à-dire une appropriation en hébreu de l'idée d'un pays paradis, d'une certaine façon. Pauline, Pauline, il paraît que quand les premières tribus juives sont arrivées, les oiseaux chantaient Pauline, Pauline. Ça, c'est visible dans le musée Pauline à Varsovie, que vous avez peut-être visité et que je conseille de visiter, parce qu'il retrace justement une période longue, puisqu'elle porte jusqu'aujourd'hui, mais une période qui, jusqu'à, disons, 1918 et même 38, est plus heureuse que la suite, bien entendu. C'est-à-dire que les Juifs y ont trouvé leur place, avec des tolérances diverses. Il y a eu quand même des courants antisémites et des pogroms tout au long de cette période. Le Moyen-Âge n'était pas forcément très favorable aux Juifs. Le déicide a été une sorte de propagande anti-juive qui poussait les gens, par jalousie économique le plus souvent, mais pas seulement, aussi l'étrangeté de cette communauté juive provoquait en quelque sorte ce qui est souvent la racine de la xénophobie. Provoquer des réactions violentes vis-à-vis des Juifs. La période entre deux guerres dont vous avez parlé tout à l'heure est importante parce que c'est à ce moment-là que prennent force les idées à la Roman Dmowski, justement, qui sont fondamentalement antisémites. Elles ressemblent beaucoup à la France juive de Drummond, parce que Dmowski considère que tous ces juifs, même ceux qui essayent de s'assimiler, pourrissent le sang polonais et qu'il faut leur trouver une place en dehors de la Pologne. À cette époque-là, on fantasme sur l'idée de les transporter au Madagascar, par exemple. Mais surtout, on introduit des mesures, des lois anti-juives assez rapidement, dans les années
fin 20, début 30, notamment dans les universités, on introduit un numerus clausus, sinon numerus nullus pour certains métiers, notamment par exemple pour le médecin, et ce qu'on appelait le ghetto des bancs d'école, c'est-à-dire que les Juifs étaient obligés, alors qu'on était encore avant l'invasion de la Pologne par Hitler, et le découpage de la Pologne, parce que n'oublions pas qu'il y a eu un pacte Ribbentrop-Molotov avant, c'est-à-dire en 1939, où les Soviétiques et les Allemands se sont partagés la Pologne. Et on a donc introduit assez tôt, avant cette idée de discrimination très forte avec des commandos qui tabassaient les Juifs, et qui a produit d'ailleurs en contrepartie, en contre-feu, c'est-à-dire les auto-organisations juives de défense, dont le Betarim, par exemple, qui existent jusqu'aujourd'hui, ceux qui étaient les ancêtres de Likoud, notamment, mais aussi les mouvements de gauche, voire d'extrême gauche, qui ont nourri ensuite les partis de gauche en Israël. D'accord, donc en fait, allez-y, Shoshana, allez-y. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, il y avait les Bétarim, mais il y avait aussi la Shomer HaTzaïr. Absolument. Qui prendra un rôle très important dans le ghetto de Varsovie et qui se distinguera aussi à Auschwitz, puisque la résistance, on le sait, a été menée par des gens de Siechanov qui étaient dans la Shomer HaTzaïr. Il faut dire aussi, et moi j'aimerais bien souligner que le mouvement culturel pendant tous ces siècles a été extrêmement important, qu'il y avait près de 70 journaux qui s'exprimaient en yiddish, qu'il y avait une production théâtrale et littéraire extrêmement importante. Donc une communauté quand même assez, entre guillemets, assez fermée, enfin, comme vous disiez, une sorte de communautarisme quand même. Elle a commencé à se fractionner avec l'industrialisation de la Pologne. Une partie de l'élite juive s'est assimilée, comme d'ailleurs ailleurs, en France ou en Allemagne. Et effectivement, et là je suis tout à fait d'accord, elle a produit à la fois des pans entiers d'une culture yiddish, notamment très importante, mais aussi culture polonaise. Un des plus célèbres poètes polonais, Julian Tuwim, était juif, et tout un ensemble d'ailleurs de la création littéraire était produite par les juifs assimilés, qui ne coupaient pas avec leur judaïté, mais qui devenaient polonais. Et c'est vrai, tout cela est vrai. En ce qui concerne la Shomer HaTzaïr, je serais un tout petit peu plus nuancé, parce que quand on dit ghetto de Varsovie, il y avait plusieurs courants. Marek Edelman a raconté ça très bien, le dernier commandant survivant du ghetto après la destruction donc de derniers commandos qui ont fait l'insurrection du ghetto, qui est considéré comme la première insurrection dans l'Europe occupée par les Allemands. À Auschwitz aussi, c'était plus compliqué. Mon père faisait partie du conseil d'organisation de la résistance. Ils ont préparé une insurrection qui a échoué, malheureusement, qui n'a pas pu avoir lieu, plus exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu dans ce groupe et dans ces différents comités une part importante de Juifs, par exemple, qui ont fait la guerre d'Espagne et qui se reconnaissaient à cela. C'est que, d'une part, ils avaient un certain savoir militaire, d'autre part, une solidarité interne. Il y avait aussi des communistes juifs, il y avait des socialistes juifs, mais à côté de cela, il y avait aussi des Polonais et des Soviétiques. C'était pas une résistance juive. Oui, bien sûr. C'était mélangé, et d'ailleurs, le rôle de prisonniers soviétiques a été extrêmement important là-dedans. Il faut pas le nier. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, des personnes qui ont écrit ensuite là-dessus, comme Feiselberg, qui était membre de Sonderkommando et qui a survécu, à la différence de la plupart des membres de Sonderkommando, y compris la petite insurrection qui a eu lieu dans le four crématoire, justement.
Et puis, il y a eu, à côté de Polonais, des Juifs assimilés, comme Chmoulevski, par exemple, qui était aussi en Espagne. Et tous ces liens ont joué pour que les gens aient confiance. À Auschwitz, il fallait avoir confiance. C'était impossible de faire autrement. Vous faisait partie de la brigade Baudouin? Oui. Dans le film, bon alors là on va passer effectivement à la guerre, mais dans le film, encore une fois qui sort en salle le 9 avril, ils reviennent dans l'immeuble dans lequel le père vivait. En gros, il explique que visiblement ils ont tout quitté d'un coup. C'est un peu ce qui s'est passé, donc invasion de la Pologne, répartition en deux avec les accords, et donc la population juive doit quitter ses appartements manu militari, en fait, c'est ça? Dès que les Allemands apparaissent en Pologne, il y a les lois anti-juives immédiates qui privent les Juifs de leur propriété, de tout ce qu'ils ont, en quelque sorte. Et l'objectif, évidemment, est la déshumanisation, dégradation, y compris un signal donné aux Polonais, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les biens juifs et avec les Juifs eux-mêmes. C'est une sorte d'autorisation tacite, même si officiellement, on connaît l'ordre allemand, ça leur était interdit de tuer aux Polonais, qui était aussi une sorte de sous-classe pour les Allemands. Mais ça a été une sorte d'autorisation implicite, un signal, et on a eu une série de pogroms au moment même de l'arrivée des Allemands, au moment du retrait à l'est de la Pologne, de l'armée soviétique, et un des prétextes évidemment à ces pogroms, c'était que les Juifs avaient plutôt pris parti des Soviétiques au moment de cette occupation, ce qui est évidemment un argument idiot et faux. C'était absolument pas vrai, mais l'essentiel, la raison de fond, c'était la concurrence économique, la volonté d'obtenir, de s'accaparer des biens juifs et matiner terriblement de cette idéologie antisémite qui était, elle, propagée par l'Église polonaise. Le déicide faisait partie vraiment d'un leitmotiv des homélies des prêtres de base. Hein. On parlait de Jésus tué par les Juifs et on ajoutait à cela la légende de fabrication du pain d'Azim avec le sang des bébés. Hein. D'accord, c'est une horreur. Ça a été d'ailleurs un des motifs aussi des pogroms qui ont eu lieu tout de suite après la libération de la Pologne. D'accord, oui, on va en parler. Ouais, on va en parler tout à l'heure, effectivement. Dans le film, moi j'ai été très frappé, et là, Shoshana, vous allez pouvoir aussi nous en parler. On voit le camp d'Auschwitz vu d'en haut. C'est immense. Alors, on savait que c'était... Enfin, moi, je savais que c'était grand, j'y suis pas allé, mais je savais que c'était grand. À ce point, je ne pensais pas, c'est une véritable ville. Je pensais qu'il y avait 5 à 10 cheminées de fours. Il y en a des centaines, c'est une véritable forêt. C'est très impressionnant. Non. Il faut que je rectifie là, parce que les cheminées que l'on voit sont les cheminées des blocs résidentiels. C'est-à-dire que dans chaque bloc, il y avait un poêle et on voit quand on arrive à Auschwitz, dans les blocs qui existent encore, une espèce de muret qui court tout le long du bloc et ce muret cachait une canalisation qui permettait de chauffer le bloc. Mais ça a eu lieu en fait au moment où Hössler prend la direction du camp et comme il se vantait d'être un chauffagiste, il a fait installer des poêles parce qu'avant les blocs des prisonniers n'étaient pas chauffés. Mais je voudrais juste revenir un petit peu sur moi j'aime les gens et j'aime les histoires des gens. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à Lodz, qui était l'un des plus grands ghettos, les Allemands ont demandé à Henri Cross, qui était d'origine polonaise, de photographier le ghetto. Donc c'est un photographe officiel, si vous voulez. Et il était chargé aussi de faire des photos d'identité et de propagande pour les statistiques de Eichmann. Mais alors, l'histoire de Ross est extraordinaire parce qu'on le voit d'ailleurs, il a été filmé pendant le procès Eichmann, il a témoigné.
au moment de la liquidation du ghetto de Lodz, je crois qu'il y avait encore 80 000 juifs qui y vivaient encore dans des conditions de précarité totale. Henri Cross va enterrer les photos, enfin une collection de négatifs surtout, et il va quand il va survivre et il revient sur Lodz et il déterre ces photos qui vont servir d'ailleurs à créer un film dont je me souviens plus le nom, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes, je crois. Voilà, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a eu moi ce qui m'intéresse, c'est les résistances collectives et individuelles. Donc le fait de cacher ces photos et de pouvoir ensuite réussir à recréer l'ambiance du ghetto ces documents-là sont extrêmement importants. Bien sûr. On peut ajouter à ça, mais dans des conditions bien plus difficiles que les ghettos, cette tentative de filmer les chambres à gaz qui a été organisée justement par le comité de résistance à Auschwitz et qui, parce qu'ils ont réussi à récomposer un appareil photo en prenant ça dans les lieux qu'on appelait Canada, où se trouvaient les restes des biens des Juifs, et ils ont reconstitué une sorte de Leica donnée entre les mains d'un photographe juif Herrera, et ils ont organisé une première prise de photos. Il y a ces célèbres 4 photos d'un transport de femmes qu'on prépare en quelque sorte, à passer dans les chambres à gaz, et c'est l'unique témoignage filmé de ce lieu-là. D'accord, je ne connaissais pas. Shoshana, j'imagine vous connaissez cette histoire. Oui, bien sûr. En fait, Aleko Herrera, avec Paul Gilberg et 2 autres personnes, va filmer depuis l'intérieur d'un crématoire. Elle va prendre ces 3 photos qui vont être envoyées à la résistance polonaise. Enfin, elle va passer d'abord ces photos vont passer à la résistance clandestine du camp d'Auschwitz, qui va les transmettre aux partisans polonais en les cachant dans des tubes de dentifrice. Et ces photos seront produites au moment du procès de Cracovie sur le camp d'Auschwitz. Et il fallait vraiment avoir beaucoup de courage pour prendre ces clichés, parce qu'ils étaient constamment surveillés par les SS. Et donc, c'est vraiment le seul témoignage que l'on peut avoir de l'enfer, puisque ces femmes dont parlait Georges Mink sont nues et courent poursuivies par des chiens. Et voilà. Et il y a aussi des photos de bûchers. Ok, et on peut les voir quelque part, ces photos, Oui, c'est universellement connu. D'accord. Okay. Et ces photos sont partout, à Washington, dans Polina, Varsovie, et ici au mémorial de la Shoah. Bien entendu, oui, évidemment. Moi, j'ai une question. Quand on voit ces images, c'est pas possible de se dire les gens ne savaient pas à côté, autour. Certains le savaient, d'autres pas. Il y a eu, par exemple, une enquête faite par un résistant polonais qui s'est laissé enfermer. Oui, Pilecki, le major Pilecki. Mais il n'y avait pas que ça. Lui a donné un des premiers rapports qui n'englobait pas autant que les suivants la Shoah. Il représentait plutôt l'univers concentrationnaire. Ça concernait pour beaucoup les Polonais qui étaient les premiers détenus d'ailleurs, ensuite avec les prisonniers soviétiques de l'armée rouge. Mais l'ensemble du phénomène de la Shoah a été le mieux représenté par 2 fugitifs d'origine slovaco-tchèque qui ont réussi, et d'ailleurs c'est très pittoresque, leur évasion, elle est racontée, il y a des films qui racontent ça, ils ont réussi à
fuir, c'était juste avant l'arrivée des transports, les derniers transports en fait. On est en 1944 de Hongrie, cette massive liquidation de 400 000 juifs hongrois. Ils l'ont compris parce qu'ils étaient à la préparation en fait des lieux, etc. Ils ont réussi à fuir et ils se sont arrêtés à Bratislava où ils ont contacté la direction communautaire juive. Ils ont essayé de transmettre le message. Au début, ils n'ont pas été crus. Au point qu'on les a séparés pour que chacun fasse son rapport et pour confronter les deux rapports. Mais on l'a su, il y a eu beaucoup de choses. Les résistants aussi ont eu polonais. Et puis il y a eu, mais ça c'est davantage pour le ghetto, un rapport célèbre de Karski, qui rentre aussi dans le ghetto de Varsovie, sur la demande de la résistance, qui observe, qui réussit à s'échapper et qui ensuite, par des chemins tortueux, se retrouve à Washington où il présente son rapport qui n'est pas non plus cru d'ailleurs entièrement, notamment par la communauté juive américaine. Évidemment, oui, bien sûr. Moi j'ai été étonné, notamment quand j'avais lu votre livre, Shoshana, mais je vous l'avais dit, par cette résistance à l'intérieur du camp. On peut pas imaginer, on n'imagine pas en fait qu'il pouvait y avoir ça, que ce soit les hommes, mais que ce soit les femmes aussi. C'est ça qui est important. Oui, absolument. Là. Oui. Oh, pardon. Allez-y, Shoshana, allez-y. Oui, alors je voudrais quand même citer le nom parce que des deux fugitifs, le premier s'appelle Rudolf Verba. C'est un nom qu'il a pris lorsqu'il a rejoint les partisans. Et le deuxième s'appelle Alfred Wetzler. Et ils vont écrire ce qu'on appelle les rouleaux d'Auschwitz. En fait, le document qu'on leur demande d'écrire lorsqu'ils arrivent dans la communauté de Bratislava, donc va être transmis aux États-Unis, mais peu de gens arriveront à les croire. Mais les rouleaux d'Auschwitz, c'est un document extrêmement important parce que Verba, qui faisait partie du Canada, avait appris par cœur des éléments que lui avait donné un Sonderkommando qui s'appelle Philippe Müller, qui était slovaque lui aussi. Et donc les rouleaux d'Auschwitz, même s'ils comportent des erreurs au niveau du nombre de gens qui ont été assassinés, reste un document extrêmement important. Bien sûr. Alors, il y a une rumeur qui enfle, moi j'entends ça de plus en plus, là, ces derniers temps, comme quoi les Alliés, justement, savaient, avec tous ces rapports, il y avait quand même quelques rapports, etc., mais qu'ils auraient pu bombarder, alors peut-être pas les camps, mais en tout cas les rails de chemin de fer, pour empêcher les convois d'arriver, mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est une rumeur, ça, ou est-ce que... Non, ce n'est pas une rumeur, c'est une exactitude. La résistance interne à Auschwitz demandait le bombardement. Ouais. Et ils étaient prêts à mourir, même sous les bombes alliées. Mais c'était l'économie de la guerre. Les Américains considéraient que ce qui était beaucoup plus important, c'est bombarder les usines qui étaient à côté. Exactement, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais ça n'a jamais été écouté à Washington lorsque ça a été demandé. D'accord. Même Roosevelt, il n'y avait pas un document qui était sorti, où il avait fait sortir vers la fin de la guerre dans la presse, disons... Shoshana sera peut-être mieux parce que je vois qu'elle a fait son étude anthropologique, mais je sais qu'évidemment les documents... En fait, d'ailleurs, il y a des documentaires qui montrent ces plans de bombardement. D'abord, le survol des avions alliés, américains ou britanniques, qui photographient l'ensemble, où on voit vaguement, d'ailleurs, les baraquements, surtout de Birkenau. C'est assez impressionnant. Et puis, à côté, on voit les usines. Et donc, l'objectif devient clair parce que les usines, on voit les fumées. Ils ne savent pas très bien que les fumées pouvaient aussi sortir des chambres à gaz, bien sûr, des fours crématoires. Mais ils ont pris cette décision parce qu'ils pensaient que ça allait accélérer la fin de la guerre. Et donc, ils ont fait fi des vies humaines. Évidemment. Shoshana, vous voulez rajouter quelque chose? Oui,
De toute façon, ces photos aériennes sont disponibles hein, sur des sites comme l'USHMM et même au mémorial de la Shoah, je pense. Euh, et effectivement, elles sont très impressionnantes parce que l'on voit même des gens qui avancent vers certains blocs et on voit des colonnes humaines. C'est impressionnant parce que on est donc en 1944 et on peut prendre des photos aériennes très exactes. Effectivement, et puis quand on sait aujourd'hui avec le recul, évidemment, ça fait froid dans le dos, je comprends. Pourquoi, petite question peut-être bête, pourquoi est-ce qu'on connaît autant ce camp Auschwitz-Birkenau plus que les autres? Parce que c'est une sorte de... C'est très facile parce que en fait, il y a un élément que les gens ignorent, c'est que c'est le seul camp dans lequel ont été enfermés des juifs et des non-juifs. D'accord. Tous les camps d'extermination comme Sobibor, Belzec, Majdanek, il n'y avait que des juifs. Ok, je comprends. Et qui ont été... alors, Sobibor a été... il y a eu une résistance. Donc, et ça aussi, les gens ne le savent pas. Oui. Les Juifs ont réussi à soit à s'échapper, soit à faire sauter un crématoire. Mais pour le camp d'Auschwitz, en fait, après la guerre, dans les grands procès vont apparaître surtout des grandes figures de la résistance polonaise. D'accord. Mais à Cracovie, les femmes ont témoigné et on retrouve des témoignages de Françaises communistes qui ont été appelées à témoigner, comme Hélène Salomon, par exemple. Du convoi 3 parti de Drancy, il y a Claudette Bloch. À Nuremberg, il y a Paul Vaillant, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Oui. Donc, lorsqu'on étudie les chroniques, par exemple sur Cracovie, on peut aujourd'hui sur Internet retrouver ces témoignages dans Chronicle of Terror. C'est un site extrêmement bien fait. Dans lequel on peut se plonger et même se perdre, hein, parce que les femmes et les hommes qui témoignent ont travaillé sous l'autorité des SS. Ils avaient donc, c'était principalement ce qu'on appelle des secrétaires. Et donc, ils avaient accès aux chiffres et ils avaient aussi pu brosser les portraits des SS. Et même donner leur adresse civile. Donc on a pu... Oui, à cette question, pourquoi Auschwitz, j'ajouterais un autre élément. C'est que les autres camps ont été systématiquement détruits avant même que n'arrive l'armée rouge. C'est vraiment la terre aplatie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on visite ces lieux, on est surpris par l'absence, en quelque sorte, des éléments matériels qui pourraient fixer la mémoire. Il y a des monuments, il y a des récits, bien sûr. Par exemple, les quelques rescapés de l'insurrection de Sobibor ont raconté, c'est vrai, il y a eu des rescapés Mais à Auschwitz, ils n'ont pas réussi à tout détruire. Ils ont commencé à détruire, mais ils n'ont pas réussi. Du coup, on peut visualiser davantage. Quand on se promène à Birkenau, on peut voir, par exemple, les restes d'un four crématoire. Ou des côtés, par exemple, de la villa Hess, on voit un des premiers fours crématoires qu'on peut visiter. Donc, il y a des lieux palpables. Et j'ai fait chaque année une visite de Birkenau avec mes étudiants du Collège d'Europe. J'ai revu ce que mon père racontait. On voit les baraques. Ces baraques, on voit d'ailleurs, Shoshana a rappelé qu'il y avait effectivement cette innovation avec le chauffage. Pour cause, on voulait maintenir le plus longtemps en vie la force de travail, même si elle était condamnée à mort, au bout du compte. Et donc, tout ça est visible.
Et on peut donc superposer là-dessus les histoires que raconte. Et puis, un dernier des éléments, c'est que dans les cendres de l'emplacement des fours crématoires où travaillait Sonderkommando, on a retrouvé enfermés des récits faits par les membres des Sonderkommando qui ont été tués par la suite, mais qui ont réussi à enfermer dans des petites boîtes en métal les récits. Nous disposons de cela. Ça a servi d'ailleurs dans la plupart des procès, notamment le procès Eichmann, mais beaucoup d'autres procès. Ça a servi aussi à combattre les révisionnismes et les négationnismes. D'accord. Notamment des Forissons qui prétendaient, Entre comme on autres. sait que... Voilà. Nous sommes d'accord. Shoshana, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, sur le camp de Majdanek, il existe un récit absolument bouleversant. C'est le récit d'un grand historien juif qui faisait partie de l'armée soviétique, qui s'appelle Vassili Grossman, qui raconte son arrivée dans le camp de Majdanek. Moi, je le conseille à tous de le lire parce que c'est absolument bouleversant. Lorsqu'il arrive à Majdanek, qu'il découvre l'horreur, lui venait de Berdichev, qui était un petit shtetl célèbre pour son chassidisme et son rabbin. Toute sa famille a été anéantie. Et donc, quand il arrive à Majdanek, il comprend tout. D'accord. Alors, fin de la guerre, il faut qu'on avance un petit peu. Fin de la guerre, la Pologne passe sous contrôle soviétique. On peut dire que Staline a réussi son coup, finalement. Oui, parce que dans les différentes conférences qui ont précédé la fin de la guerre, on dessine l'Europe d'après-guerre. Et Staline est obsédé par une chose, outre le fait que peut-être dans l'ADN russe, il y a l'impérialisme dont on parle maintenant à raison, mais il est obsédé par une chose, c'est qu'il veut préserver d'attaques extérieures la seule patrie du socialisme, c'est-à-dire l'Union soviétique, en créant une sorte de cordon sanitaire autour, et donc il colonise en réalité, vassalise les différents pays en leur donnant une petite marge d'autodétermination, mais minuscule par rapport à la véritable domination de ces pays. C'est l'ensemble donc des pays qui se sont libérés en 1989 du joug soviétique, après la chute du mur. Et évidemment, là aussi, la question juive se pose. Et si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Vous êtes là aussi pour ça, évidemment. D'accord, mais peut-être Shoshana veut intervenir. C'est une question difficile parce que après la libération, le Premier ministre qui va être nommé en Pologne était un ancien prisonnier d'Auschwitz. C'est exact. Et dirigeant de la résistance aussi. Dirigeant de la résistance. Et on aurait pu penser que il aurait été favorable à exposer davantage le martyre des Juifs. Et on se retrouve devant vraiment une difficulté parce que l'idée était de raconter le martyre des Polonais et non pas des Juifs. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, monsieur Tout Mink. à fait, tout à fait. Il y a une sorte de récit historique réécrit à ce moment-là, qui doit obéir d'ailleurs aux objectifs des communistes de l'époque, au nom de la soviétisation de la Pologne notamment. On fait un musée de victimes polonaises et on inclut dans ces victimes polonaises évidemment surtout les victimes juives, mais il n'y a aucun signe qui montre, au début du moins d'Auschwitz, tout ça changera dans les années fin 60 et début 70, comme petit à petit d'ailleurs, où on verra apparaître des monuments avec les inscriptions en hébreu et on recommencera à parler quand même du génocide, de la Shoah, etc. Mais c'est effectivement corrélé à la politique polonaise interne. Ce dirigeant dont Shoshana a parlé s'appelait Cyrankiewicz et effectivement il aurait pu, mais il n'a pas fait ça. Le petit cercle des résistants qui l'entouraient, dont certains juifs ont bénéficié des privilèges du régime, incontestablement. Chmoulevski, par exemple, dont on
a déjà parlé, et qui faisait partie du comité de résistance, a été promu colonel de la milice, par exemple. Mais il y a un autre élément qui me paraît important pour ce début de la Pologne populaire, c'est les pogroms. 250 000 Juifs reviennent en Pologne. D'accord. Des camps okay. Et de Russie. Parce qu'il faut dire aussi que ceux qui ont survécu le plus, c'est ceux qui ont réussi à se réfugier en Russie, même si leur sort n'était pas enviable, on les envoyait soit dans le goulag, soit dans les travaux forcés, soit... Bon, ils vivotaient comme ça, mais ils sont revenus, 250 000. Et imaginez-vous, ils reviennent dans leurs propriétés, dans leurs maisons, dans leurs appartements. Mais là, il y a déjà les Polonais, et ils occupent. Et c'est là qu'il y a une vague de pogroms. On tue les revenants. Ce qui nourrit en même temps le sionisme en Pologne même, et beaucoup de ces Juifs se sauvent en partant en Palestine. Énormément. C'est la première grande vague d'émigration qui fera que dans les années 50-60 en Pologne, il ne restera que 10 000 Juifs, et c'est dans la plupart des cas des gens rattachés à l'idéologie communiste, oui, bien sûr, et qui eux aussi paieront. Oui. Un peu plus tard, en 1968 notamment. Il y a eu effectivement une vraie campagne antisémite en plus. Absolument, elle procédait en fait d'une lutte interne au pouvoir. Parce qu'une jeune génération de communistes nationalistes a voulu prendre le pouvoir des vieux. Et le prétexte, excellent prétexte, comme d'habitude pour l'antisémitisme, était de faire payer les Juifs. D'accord. Et donc on trouve des noms des Juifs. Et à côté, il y a un mouvement oppositionnel démocratique où il y a quelques leader aussi d'origine juive. On utilise tout ça, on instrumentalise, on fait un package avec ça, et c'est la dernière des grandes émigrations juives de Pologne. Ouais, c'est pas simple comme histoire. Hein. Dans votre ouvrage, encore une fois, La force ou la raison, histoire sociale et politique de la Pologne, que j'avais lu, je vous disais, quand j'étais étudiant, 1980-1989, c'est les dates, vous montrez la manière dont la Pologne a tenté en fait une sortie progressive en fait du modèle soviétique, puis finalement une opposition ancrée, une église puissante, la mémoire pesante, tout ça a fini par l'emporter sur la force en fait. La raison l'emporte sur la force, on peut dire ça ? Oui, absolument. La raison et la religion. Hein. Oui. Et on peut simplifier les choses en disant que les Polonais qui ont vécu longtemps sous des occupations et qui se sont opposés aux occupants, se battaient en alternance au nom de deux types d'idéologies. Une, c'était le romantisme, c'est-à-dire combattre le pouvoir par la force, par la clandestinité, etc., qui coûtait énormément et qui n'a jamais véritablement réussi. Et l'autre, c'était le positivisme, c'est-à-dire on construit la société, les liens, on maintient la culture, la religion, c'est très important, catholique, pour en fait préparer le jour meilleur. Et ce qui s'est passé en Pologne, c'est très intéressant, c'est qu'il y a eu des vagues insurrectionnelles sous le communisme. 56, c'était une révolte, et 68, c'est une révolte des jeunes, 70, c'est une révolte des ouvriers. Et chaque fois, c'est très coûteux. Alors, après 70, c'est cette grande révolte ouvrière du littoral en Pologne, et la répression et les victimes, les intellectuels se disent, mais il faut s'en sortir. Comment s'en sortir ? Eh bien, pour créer la Pologne à côté de la Pologne des communistes. D'accord. Et donc, on ne va pas les attaquer. On va construire nous-mêmes nos espaces de liberté, en quelque sorte. À cela participe l'Église polonaise, qui est probablement le seul partenaire légal des communistes, et donc qui joue aussi un jeu difficile. Et puis s'ajoute à cela, évidemment, l'élection de cardinal Wojtyła au siège au Vatican. Jean-Paul II qui a donné ça aide, un coup de pouce incontestable. Qui a été un des artisans de chute. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au nom de ce positivisme permanent, les leaders de Solidarność, de ce grand mouvement de 10 millions d'ouvriers, mais pas seulement, qui a d'ailleurs pris aussi beaucoup de membres du Parti communiste, qui ont commencé à avoir une double appartenance, ce mouvement n'a jamais plaidé, sauf exception, l'affrontement militaire ou l'affrontement armé, mais au contraire le dialogue. Et ça s'est terminé par le dialogue. Et c'était le miracle polonais de la table ronde polonaise, qui a d'ailleurs été le modèle pour les autres pays.
du bloc soviétique qui ont fait aussi des tables rondes. Donc la Pologne est un peu un laboratoire en fait pour Oui, c'est ça, ils ont essuyé les plâtres, ça a marché. Il faut dire que c'était la période de Gorbatchev, et Gorbatchev était un leader différent de ses prédécesseurs, voulait moderniser l'Empire, et donc a autorisé cette expérience sans se rendre compte des conséquences. Évidemment, oui, bien sûr. Donc Solidarność, c'est Lech Walesa, bien sûr. Moi, je me souviens, j'avais 10 ans, donc ça, c'est des vrais souvenirs que je Oui, absolument, mais c'est aussi Adam Michnik, Bronisław Geremek, des noms connus à l'étranger qui ont été parfois les cerveaux du mouvement, parfois les bras du mouvement, mais c'était un mouvement absolument extraordinaire. Imaginez-vous, dans un pays communiste répressif, dictatorial, 10 millions de membres d'un syndicat indépendant. Ouais, ça c'est fou. Aujourd'hui, avec le recul, ça paraît absolument incroyable. Encore plus à l'époque. 89, donc vous le disiez, Chute du mur, évidemment. Le film, lui, se déroule en 1991. Donc ils reviennent. Ils ont le droit enfin de retourner en Pologne. Et là, on voit un monde qui s'ouvre, en fait, qui s'ouvre complètement en 1991. Donc c'est Lech Walesa qui est président de la République. On peut dire président de la République. Oui. Et le pays s'ouvre et on voit presque la naissance du capitalisme, en fait. Oui, parce que la Pologne bascule très vite, quasi immédiatement, dans la construction démocratique et dans la construction de l'économie de marché. Avec la promesse d'intégration européenne, évidemment, donc avec le modèle européen, c'est le retour à l'Europe. Occident kidnappé de Kundera, c'est vraiment ça. Et tous les dirigeants polonais sont occidentalistes. Ils veulent vraiment la Pologne normale, démocratique, comme tous les autres pays de l'Europe occidentale. Et donc, ça va très vite. Les frontières sont ouvertes. Il y a une négociation avec les Allemands pour la reconnaissance de la frontière germano-polonaise. Ça ne se passe pas facilement. Le rôle d'ailleurs des Français ici est très important. Mitterrand joue un certain rôle pour que cette frontière soit reconnue par Helmut Kohl à ce moment-là. Et puis tout passe dans la normalité, mais la Pologne sort quand même du système soviétique. Elle est appauvrie, elle a une grosse dette, il faut restructurer, et il y a un plan qu'on a appelé la thérapie des chocs. Donc ça met aussi de côté beaucoup de gens, et donc il y a des tensions. C'est d'ailleurs probablement le premier terreau du futur populisme polonais. D'accord, ok. Nos témoins, là, Christelle et Jean, nous parlent dans leur témoignage d'un cimetière à Lodz qui n'a pas été entretenu, justement. Il disait il n'y a plus de juifs à cet endroit-là. Alors, est-ce que je peux dire un mot là-dessus ? Allez-y, Shoshana, bien sûr. Quand j'ai filmé les prisonniers de guerre français qui ont été envoyés à Rabarouchka dans un premier temps, dans une immense, ils étaient 17 000, et puis ensuite on les a dispersés en commando dans ce qu'ils appellent le triangle de la mort, c'est-à-dire des villes ou des villages proches des grands centres d'extermination. Ils m'ont expliqué, et il y a des photos d'ailleurs qui viennent appuyer leur témoignage. Ils ont été chargés par les SS de démolir les cimetières juifs pour empaver les routes, parce que les routes étaient des simples routes en terre battue. Et les SS voulaient pouvoir passer en voiture, et donc on les voit démolir les cimetières. Il y a en l'état... Pardon, Shoshana, est-ce que je peux dire quelque chose aussi à ce propos ? Oui, bien sûr. Il y a environ 1000 kirkoutes, anciens cimetières juifs, en Pologne actuellement. D'accord. J'ai été récemment dans un des 2 cimetières juifs de Varsovie. C'est étrange. Les monuments sont couchés, il y a énormément de végétation sauvage là-dessus. Et les monuments se terminent en 1938-39. Et après, il n'y a plus rien. Sauf une allée particulière où la Pologne communiste, puis après la Pologne communiste, par exemple, le monument pour Marek Edelman, il est enterré dans ce cimetière. Mais l'essentiel, et c'est un espace énorme, c'est des matzefs couchés. Et c'est vrai aussi qu'on retrouve de plus en plus, et Shoshana a tout à fait raison, de plus en plus on découvre que dans certaines de ces cimetières, la pierre, les monuments ont servi
pour bâtir ici une route, là un bout de la cour d'une maison, ailleurs d'ailleurs des maisons entières. Et il y a une sorte de retour de conscience des Polonais là-dessus. Quand on retrouve maintenant une route pavée des Matzew, souvent c'est créé autour de ça un mouvement social, petit parce que ça flotte quand même dans un climat qui parfois est antisémite, pour reconstruction, reconstitution et rendre hommage en quelque sorte à la mémoire des gens qui étaient enterrés les siècles précédents, et en tout cas avant l'invasion allemande. Évidemment. Shoshana, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est très bien dit par Monsieur Mink. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier vraiment tous les deux d'avoir bien voulu qu'on parle de cette histoire. Il y aurait tellement à dire sur l'histoire de la Pologne en général. Je pense qu'il faudrait faire vraiment une émission là-dessus. Il faudrait faire une émission également sur ce Polonais dont on parlait tout à l'heure, Witold Pilecki. Pilecki, c'est un auditeur, Jean-Sylvain, qui m'en a parlé. Je ne connaissais pas du tout. Je conseillerais aussi quelque chose sur Karski. D'accord, très bien. C'est un véritable héros. Et aussi sur les deux Slovaques, juifs. Il y a des choses là-dessus. Donc il y a des documents, il y a des éléments pour en parler. Le livre de Wetzler est en livre de poche dans la collection J'ai lu. Voilà. Et puis il y a un film aussi qui les représente. Pardon, pas Wetzler, Rudolf Werba. Werba, oui, absolument. D'accord. Écoutez, c'est génial. Comme ça, on va se retrouver. D'ailleurs, je crois, si vous me permettez encore une footnote, dans la Shoah de Lanzmann, ils apparaissent. Werba apparaît. Je me souviens pas. Moi, il est interviewé. Et il y a aussi un autre film qui est un sous-produit de la Shoah par Lanzmann. C'est l'histoire de Sobibor. Il y a quand même, grâce à Lanzmann, il y a beaucoup de choses, même si la méthode de Lanzmann était très particulière. C'est possible, je me souviens plus du tout. Moi, ça remonte à près de 40 ans, j'imagine. Bien sûr. Vous me parliez hors antenne, vous me parliez à l'hôtel de ville de Paris. Alors, le 31, c'est justement le nom que Shoshana a mentionné d'un des survivants des Sonderkommando. Le fils de ce survivant, Feiselberg, qui vient de sortir les notes de son père qu'il a retrouvées dans un tiroir après la mort de son père. Et il a organisé une association des descendants des gens qui étaient dans le premier convoi. Et il y a un film qui a été tourné avec les survivants, 7 survivants de ce premier convoi, dont mon père d'ailleurs, qui fait partie de ce film. Mais il y a eu les 2 frères Darty, par exemple. Et il y a eu aussi un personnage important, Zaïdov, qui lui était un des rares juifs fugitifs qui a réussi la fuite. Et il y aura ce film qui a été réalisé par Oscar Levy comme réalisateur, et je pense que le scénario a été écrit par Suzette Bloch, la petite fille de Marc Bloch, va être projeté donc à l'Hôtel des Villes le 31, à la demande de cette association, en mars, à l'invitation de Madame Hidalgo et aussi de Feiselberg, le fils de ce membre des Sonderkommando. Et le film sera projeté, il y aura peut-être un débat après. Ça va être un peu juste pour certains de nos auditeurs, mais en tout cas, on essaiera de suivre s'il y a moyen de le voir évidemment ailleurs. Je rappelle bien sûr le film Voyage avec mon père qui sort le 9 avril, qu'il faut absolument voir, non pas uniquement pour l'histoire à Auschwitz, etc., mais aussi pour la relation père-fille qui est très, très tendre. Et puis je rappelle vos ouvrages les plus récents, Georges Mink, La Pologne au cœur de l'Europe de 1914 à aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, hein. Histoire politique et conflit de mémoire, ça date de 2015, c'est pas facile à trouver. Et puis Shoshana Boukobza, Les femmes d'Auschwitz-Birkenau, on s'est vu il y a pas longtemps pour l'interview, une longue interview, mais je conseille aussi vos 2 ouvrages, il faut absolument les avoir pour garder la mémoire, ça c'est très important. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment, et puis j'ai hâte de vous revoir. Merci. Merci Shoshana. Au revoir. Au revoir. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.